Bonjour, mon prénom est Christine. Je suis une dépendante affective et sexuelle de type anorexique. Je suis de Montréal, au Canada. Et je suis vraiment honorée d'être avec vous aujourd'hui, de partager mon rétablissement, pas juste avec ce que j'ai à offrir, mais aussi recevoir avec des gens de la planète. Ça me fait toujours quelque chose de constater à quel point on est une grande fraternité, que je ne suis pas seule. Je suis donc arrivée à la fraternité en avril 2002, donc ça fera bientôt 19 ans. Et comme je m'identifie comme on le fait ici, mes comportements limites. Bon, ma dernière date de sobriété, c'est le début de septembre 2017. Et mes comportements limites, c'est de ne pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un qui ne m'intéresse pas ou avec qui je ne souhaite pas être en relation intime. Ne pas avoir de relation non sécuritaire, ne pas utiliser de pornographie, ne pas entrer en relation avec quelqu'un que je pourrais chercher à sauver, quelqu'un qui est en dépendance active, qui a des problèmes de santé mentale ou des gros problèmes de dette. En tout cas, quelqu'un avec qui je serais décentrée de moi-même. Et je suis abstinente je suis sobre sur ces comportements-là depuis 4 ans, presque 4 ans. Alors, mon patron relationnel, à moi, si je parle un peu d'où je viens, c'est d'être en relation, parce que je suis anorexique, je suis en relation pendant de courtes périodes, et puis je me sens que j'entamais trop rapidement, puis je me sentais prise au piège, et puis bon, je passais toute la durée de la relation à essayer d'en sortir. Alors, je cherchais quand même des sensations à fusionner sexuellement, mais j'étais tellement pleine de peur et concentrée sur l'autre que c'est pas quelque chose qui m'a été donné nécessairement. En plus, au fil du rétablissement, je me suis rendu compte que j'accueillais pas mes pulsions à moi. Donc, c'est elle qui me menait sans que j'en prenne conscience et la responsabilité. Donc, c'était ma façon à moi d'essayer d'accrocher l'autre, de chercher de l'amour et de m'assurer de satisfaire l'autre personne pour qu'elle reste avec moi. Alors, ça devenait rapidement insupportable pour moi, c'est pourquoi je mettais fin aux relations. Alors, je fais partie de ceux qui évitent les relations, je suis un être humain qui a besoin d'être en relation, qui ne veut pas l'admettre. Alors, c'est ça qui mène, mais ma peur fait que je repousse les personnes. Donc, tout mon vécu actif a été de plaire, de pas déplaire, de même coucher avec les personnes parce que j'avais peur de dire non, de m'habiller comme l'autre personne s'attendait, d'avoir les agissements souhaités, tout en me dénigrant. Alors, remarquez, je pouvais faire ça même sans amoureux, là, c'était mon fonctionnement de base. J'ai eu un père dépendant sexuel. Aussi, ça, je l'ai réalisé une fois dans la fraternité. Il était accro à la pornographie. C'était une sorte de séducteur, pas Casanova, là, mais dans certaines situations, là, il flirtait. Et je me rappelle dans les années 70 où la libération de la femme, en tout cas ici au Québec, c'est arrivé où les filles portaient des hot pants, des pantacourts, enlevaient leur soutien-gorge. Mon père revenait à la maison super émoustillé. Alors que ma mère était plutôt conservatrice. Alors, bon, adolescente, je voulais pas être comme ma mère. Et comme je croyais saisir ce qui aguichait mon père, ben je me suis dit que c'est par là que j'irais pour m'attacher l'attention des hommes. Alors, j'ai misé sur la séduction là, pour trouver de l'amour parce que je pensais que j'avais aucune autre valeur. J'ai pas, à un moment donné, je me suis demandé si j'avais été abusée parce que je trouvais que j'avais des comportements qu'on retrouve chez des personnes qui ont vécu des abus sexuels. Et bon, j'ai fait plein de thérapies, j'ai rien trouvé là-dessus, mais je me rends compte que j'ai quand même peut-être
grandi en essayant de répondre aux besoins émotionnels de mon père parce que ma mère, le couple ne fonctionnait pas. Donc, j'ai été comme un peu la compagne substitut. Là. Sans être l'amoureuse substitut, j'étais la compagne substitut. Je vois bien que ma maladie, la manifestation de ma maladie, elle m'est propre parce que j'ai une sœur et puis elle aussi, peut-être que je pourrais estimer qu'elle a une dépendance affective, mais ça ne se manifeste pas du tout de la même façon que moi. À la fin des années 80, j'ai fréquenté les AA parce que j'avais une dépendance au sucre. Je suis aussi une une mangeuse compulsive en rétablissement depuis 38 ans en ce moment. Alors, à un moment donné, j'ai bifurqué vers les AA. Et puis, parce que je voyais que moi, je prenais une cuite peut-être aux 9 mois, mais à chaque fois que je buvais, je me retrouvais au lit avec quelqu'un. Et là, je trouvais que c'était inacceptable. Donc, j'ai fait des démarches à ce moment-là pour arrêter de boire. Par contre, quand je suis rentrée dans les AA, j'étais à la mi-vingtaine et puis bon, j'étais comme une nouvelle chair fraîche dans la fraternité. Donc, j'ai quand même eu de la popularité. Puis même si c'était la manifestation de ma maladie, ça m'a quand même apporté un baume là, sur ma valeur. Peut-être aussi le fait que je cheminais autrement, mon estime de moi grandissait pareil, mais à un moment donné, j'ai misé là-dessus, ce qui a fait que j'ai perduré dans la séduction. C'est seulement là, j'ai pris conscience de ça parce que dans les années 90, je me suis joint à une autre fraternité, enfants-adultes d'alcooliques, et j'ai fait des travaux personnels là, qui sont suggérés dans cette fraternité-là. Et puis, à un moment donné, il y a un participant qui m'a renvoyé au visage comment j'avais. Il y avait le style Elvis Presley un peu, là, déboutonnné jusqu'au milieu de la bédaine avec les médailles et tout. Puis, dans ma tête jugeante, je me passais plein de commentaires. Sauf que il m'a vraiment reflété à quel point j'essayais de le séduire à tout prix depuis qu'il était rentré dans la pièce. Et puis, ça a été vraiment une révélation pour moi. Et puis, j'étais prête à voir ça. Puis là, je me suis mis à voir mes comportements de minaudage, les propos que je tenais, la façon de m'habiller. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience de tout ça. Et pas longtemps après avoir vécu une expérience sexuelle encore avec quelqu'un avec qui j'avais pas envie de coucher, mais parce qu'il le voulait, j'y suis allée. On m'a invité à aller à une rencontre des sexoliques anonymes, où je suis allée pendant 7 ans. Le gars, lui, il est jamais revenu, mais moi, j'ai continué. Et puis là, j'ai continué à progresser dans la prise de conscience de mes comportements. Mais je ne me suis pas, en tout cas, c'était peut-être ça qui prenait le devant de la scène, mais j'ai de toute évidence pas fait le travail de base au niveau de mon estime de moi. Et après 7 ans d'abstinence complète de tout comportement sexuel ou de relation, à un moment donné, une connaissance m'invite à rencontrer quelqu'un qui cherche à rencontrer une copine, et puis on a des choses en commun. Et j'accepte. J'ai pas vraiment envie de rencontrer quelqu'un, à vrai dire, parce que mes relations, ça a tout été des échecs. Je suis rentrée là sans préparation, pour dire oui, et j'ai toujours été mal. Donc, mais à un moment donné, je me disais, ben, essaie, tu sais. Alors, c'est à ce moment-là là, que je dirais que j'ai vécu l'expérience qui m'a amenée à Dassa. Je suis allée rencontrer cette personne-là et je n'avais pas de plan, je n'avais pas de préparation. Et puis, j'ai jamais appris, moi, à rencontrer des gens de façon saine. C'est comme, on se voit, oui, et puis ça débouche, je couche avec toi, puis je suis en relation avec toi jusqu'à temps que je réussisse à en sortir. Donc, au lieu d'aller prendre un café avec le monsieur, puis en plus, je trouve ça difficile de rencontrer des gens parce que j'ai peur je veux tellement plaire que j'ai peur du rejet. Donc, plus vite ça se règle,
plus vite c'est réglé. Pas de magasinage, on embarque. Et puis, ben c'est ça. Au lieu d'aller prendre un café au restaurant, je me retrouve chez lui, dans sa maison, pour souper. Je prends un verre, je couche avec lui et je me retrouve en relation avec quelqu'un avec qui je n'ai pas tant d'affinité que ça, qui serait peut-être plus un ami qu'un partenaire amoureux de vie. Et ça dure 6 mois. Après ça, je me suis dit, ça marche pas, là. Tout ce que j'ai fait à date, ça règle pas le problème où je me mets de côté, je m'oublie, je me mets à la solde de l'autre personne complètement. Donc, je me suis rappelé qu'une membre que j'avais rencontrée dans les Sexoliques Anonymes avait parlé de dépendants affectifs et sexuels. Et après cette expérience-là, c'est là que je me suis présentée pour la première fois dans une salle de DASA. Et j'ai vu que j'avais trouvé ma place parce que j'avais vraiment besoin d'apprendre à m'aimer et à me respecter. J'ai cheminé avec une marraine pendant peut-être pendant les 2, je ne me rappelle plus si j'avais une marraine tout de suite au départ, mais après 2 ans, je suis tombée enceinte parce que, encore, je n'avais pas travaillé la bonne affaire. Moi, je pensais, je dis, ça fait 20 ans que je suis dans les Histoire-Mangeurs Anonymes, ça va être facile. Tu sais, je vais juste écouter, apprendre et puis ça va bien aller. Mais je me suis retrouvée dans une situation de changement, un nouvel emploi. J'ai eu comme un intérêt pour quelqu'un, les choses se sont passées trop vite. Et puis, le soir où je lui ai dit que je ne voulais pas continuer, je couche avec, je tombe enceinte. Alors, j'ai à mon actif 3 avortements. Je suis célibataire, j'avais 43 ans quand c'est arrivé. Je me demande tout le temps si je vais en parler, mais peut-être que je ne suis pas la seule à avoir vécu. Mais ça fait partie de mon vécu et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je me mette à travailler les étapes. Ce que j'ai poursuivi, en fait, j'ai éventuellement changé de marraine et je me suis retrouvée avec la marraine que j'ai actuellement. C'est sûr, dans les premières années de DASA, les expériences que j'ai vécues, c'était des rechutes, ce n'était pas des rencontres planifiées. Et avec ma marraine, la marraine avec laquelle je cheminais, ben là, c'est devenu évident que ce que j'ai commencé à faire, c'est que même si je n'avais pas l'intention de me mettre en situation de rencontre, je devais avoir un plan. Et je vous jure que j'ai vraiment rouspété. Moi, étant quelqu'un qui n'avait jamais mis ses limites, hein, moi, j'en avais pas de limites. C'est ce que tu voulais, même si je présentais une façade de femme autonome. Dès que il y avait une demande, je me sentais en péril et je devais y accéder. Heureusement, ma puissance supérieure m'a sûrement protégée ou peut-être que j'ai pas le background qui m'a amené dans des situations de violence ou d'abus. J'ai pas, même dans ce contexte-là, je me suis pas retrouvée là sous la férule d'un gourou, de quelqu'un qui m'a violentée. Alors, je rends grâce pour ça. Mais j'avais un plan. À cette époque, je faisais beaucoup d'ateliers de croissance personnelle où je rencontrais beaucoup de nouvelles personnes. J'ai toujours fait des activités sportives en groupe où je rencontrais plusieurs personnes. Donc, j'avais toujours un plan. Je devais appeler avant, je devais me rappeler de mes comportements limites, des choses de base, avoir des numéros de téléphone pas loin, mais c'était rien de super encadré, puis je résistais beaucoup à ça. C'est juste avec le temps, là, quand est vraiment venu le temps de peut-être activement choisir OK, je voudrais rencontrer quelqu'un, que là, j'ai travaillé un plan de rencontre avec ma marraine, accord défendant, je l'avoue, mais au fil du temps et de la mise en pratique, ça m'a permis de dépasser des peurs. Je me dis qu'on soit de type euphorique, ce que je ne suis pas nécessairement, là, mais bon, mettons pour une personne qui s'en va. Bon, je parlais juste de moi. Moi, j'ai peur, mais malgré tout,
je me perds quand je suis au contact de l'autre. Donc, j'ai eu besoin, je vais vous parler du plan que moi, j'ai mis en place ou qu'on m'a suggéré. C'était des choses comme, bon, il fallait que j'appelle avant, pendant la rencontre s'il le fallait, puis c'est un moyen de rester connecté à moi parce que moi, je pouvais partir en vrille, là, sur, bon, ben, si je plais à l'autre personne, si la personne me plaît, je me déconnecte de moi. Donc, j'ai besoin de me donner des mécanismes pour rester connecté. Une petite anecdote cocasse, justement, j'étais en rencontre avec quelqu'un, puis au milieu de la rencontre, je disais, ah, il faudrait que je fasse un téléphone, puis il me tend son cellulaire, tu sais, non, non, il faut que j'aille ailleurs, m'isoler. Alors, des fois, ça peut être, j'étais vraiment, tu sais, quand t'as pas de pratique, là, c'est embêtant au début. Mais je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Limiter la rencontre à 1 heure. Ça, moi, j'ai une marraine qui est sur un siège éjectable, même dans mes rencontres avec elle, après 1 heure, là, il faut qu'elle s'en aille. Tu sais. J'ai appris à mettre certaines balises avec elle, mais au fil du temps, j'ai comme ajusté un peu. Là. Moi, je trouvais ça un peu drastique. Me fixer un nombre de rencontres avant de coucher la personne, des choses comme ça. Au fil du temps, j'ai réalisé qu'un plan contrôlé comme ça me permettait de rester d'être dans un cadre qui allait m'éviter d'essayer de contrôler la situation par mes propres moyens habituels inefficaces, c'est-à-dire d'être dans la séduction, de dire oui, de dire... Donc, il fallait vraiment que le plan m'a permis de me tester à mettre des limites. Je fais le parallèle avec mon comportement, mon rétablissement avec la compulsion alimentaire. Dans cette fraternité, les relations comme la nourriture, on ne peut pas éliminer ça comme on élimine une drogue. Donc, je ne peux pas éliminer la nourriture ni les relations comme je le ferais de l'alcool. Donc, j'ai besoin d'un cadre. Puis, avec la nourriture, j'ai un cadre alimentaire, des aliments que je ne mange pas, des moments de la journée où je vais manger. Si je me retrouve dans des situations, aller au restaurant avec des amis, me retrouver dans un 5 à 7 où on passe des grignotines, j'ai besoin de planifier pour ne pas être laissée à moi-même. Donc, pour moi, c'est la même chose avec les relations. Puis, je me rends compte en préparant ce partage-là, je me suis rendu compte que c'était la même chose. C'était pas si épouvantable. C'est quelque chose qui allait m'aider. Donc, avoir un plan structuré, pour moi, c'est un moyen d'apprendre à mettre des limites, ce que j'ai jamais eu. J'ai aussi appris à de voir ce qui me convenait à moi. Donc, avant que j'entame peut-être les activités de rencontre, j'ai eu besoin de me ramener à moi puis savoir qu'est-ce que moi je veux, puis qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je pense que je mérite. Et ça, c'est un cheminement qui va beaucoup mieux, mais qui a été très long. J'ai tellement pensé longtemps que j'y arriverais jamais, que je voulais même pas y penser. Depuis quelque temps, je fais un travail spécifique sur l'anorexie et je me donne le droit d'être plus lente. Donc, dans un plan, de me fixer un certain nombre de rencontres avant d'aller plus loin ou de certain nombre de rencontres avant de toucher à la personne. Au début, je trouvais ça épouvantable, mais je me rends compte que j'ai besoin de respecter mon rythme. Si on est de type euphorique qui s'emballe, ben, je pense que un plan peut aider à ralentir les choses. Quelque chose que je mets en pratique aussi, que j'ai entendu dans un congrès à Boston. Une fois que j'étais allée, c'est un type qui racontait son expérience et puis son parrain lui disait, avant de coucher avec quelqu'un, il faut que tu aies écrit 10 pages à double interligne à police de grosseur 12. Et c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup, qui me permet de mettre par écrit comment ça s'est passé une rencontre, ce que j'ai entendu, ce qui est un drapeau rouge pour moi. Et j'en discute avec ma marraine. Ça me permet d'aller identifier peut-être des choses que j'ai besoin d'aller valider pour voir si ça me convient.
Le plan me permet à moi de prendre le temps de voir si la personne avec qui je suis en rencontre, c'est une personne qui me convient. Ça me permet aussi de voir comment je réagis, de voir où peut-être je suis dans mes patrons habituels. Donc, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Faire des rencontres de jour dans un lieu neutre et de durée limitée. Si les plans changent, appelez. Comme je vous le disais, moi, je pouvais être partie pour une rencontre d'1 heure, puis ça soldait par une relation de 6 mois. Donc, c'est important pour moi d'avoir des limites. Pas aller chez la personne avant que je sois assez à l'aise pour le faire, puis à chaque étape, en parler avec ma marraine. Concernant les textos, moi, j'avais la fâcheuse habitude, vu que je veux répondre aux besoins de l'autre, aussitôt que je reçois un texto, il faut que je réponde tout de suite. J'ai appris avec le temps à ne pas sauter sur le téléphone. Et puis, une relation, pour moi, ça se bâtit pas par des textos. Donc, peut-être limité à 3-4 échanges, une journée donnée. Ne pas répondre tout de suite, surtout si je suis fatiguée en fin de journée. J'ai besoin de me donner du temps et puis si je suis vraiment ébranlée par ce qui se passe, me donner le temps. Et comme j'entends souvent dans une autre fraternité, ce que l'autre pense de moi ne me concerne pas. C'est vraiment moi la personne la plus importante. Puis ça me redonne confiance. De mettre ces limites-là aussi, ça m'a permis d'expérimenter, d'aller au-delà de ma peur de déplaire. Je vois que je survis, puis ça me donne confiance là, en mes moyens. Et pour les sites de rencontres aussi, moi, j'ai vérifié, bon, j'ai travaillé mon texte. C'est pas pour moi, là, j'ai trop peur pour l'instant, mais j'ai travaillé mon texte. Ensuite, pas passer mon temps là-dessus, là, tu sais, puis j'ai d'autres choses à faire dans la vie maintenant que de passer mes journées ou mes soirées sur les sites de rencontres. Donc, c'est peut-être quelque chose pour moi qui peut exiger aussi que je me mette des balises à cet égard-là. Fait que, en résumé, c'est pas mal ça. Continuer à travailler mon programme, ne pas annuler de rencontres qui sont déjà planifiées parce que je reçois une invitation de dernière minute. Moi, en plus, je communique que l'option réservée tôt a de meilleures chances. Là. Je veux pas, ça me tente pas d'être toujours en attente de ce qui va se passer. Je veux continuer à vivre ma vie, continuer mes engagements dans le programme. Et plus je travaille mes étapes, plus ça me rend apte et plus solide là, dans mes fréquentations. Alors, je reste une anorexique. Pour moi, c'est de bouger vers des rencontres de personnes que je ne connais pas du tout. C'est encore un défi. Je mets en pratique ces mêmes balises-là avec des amitiés, avec des gens de sexe masculin. Et puis, bon, ça progresse pour moi. Ça peut être une façon, c'est une façon pour moi de progresser dans développer mon niveau de confort en relation. Alors, je crois que, bon, ça achève. Il me reste encore 1 minute. Continuer à m'apprécier. Je fais des affirmations par rapport à moi-même sur ma valeur et me donner le droit aussi à avoir une relation saine et développer ma confiance que je peux avoir une relation saine. Et le plan de rencontre, ben, c'est un outil que j'ai avec la prière, avec ma marraine. Je suis pas seule là-dedans. Et c'est sûr qu'au début, là, je voulais pas me faire confiance. Je m'appuyais seulement sur les suggestions de ma marraine. Avec le temps, tu sais, 30 secondes. oui, on n'a pas le même vécu par rapport aux relations, même si on est tous des dépendants affectifs et sexuels. Donc, au fil du temps, j'ai adapté un plan qui correspond et puis qui me permet aussi de faire de plus en plus confiance à mon senti. Mais je continue à partager tout ce qui se passe. Merci.